Bonjour tout le monde, bienvenue sur FTX Radio, le podcast officiel de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Avant de poursuivre, nous aimerions remercier le cabinet Lavery de Billy, notre commanditaire principal qui nous permet de propulser cette année notre série de balados FTX Radio. Présent dans les principaux centres d'affaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, Lavery est la plus importante firme juridique indépendante au Québec. Lavery, c'est la convivialité dans l'excellence. Sans plus attendre, je vous laisse à votre programme principal. Bonjour fauteux, bienvenue à cet épisode très important de notre podcast où nous allons plonger dans un sujet qui fait couler beaucoup d'encre présentement, dont la montée des idées masculinistes et leur place dans le discours public. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi la professeure Muriel Paradel ainsi que deux membres de l'Association des femmes en droit de l'Université d'Ottawa pour une discussion ouverte sur un sujet d'actualité, donc le mouvement masculiniste. Alors l'objectif de cet épisode est de comprendre l'essor des influenceurs masculinistes et les impacts de ce phénomène sur notre société. Donc, pour commencer, permettez-moi de vous présenter notre première invitée, la professeure Muriel Paradel, qui est professeure agrégée à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Donc, spécialiste en droit pénal international, en analyse féministe du droit et en tradition autochtone, la professeure Muriel Paradel apporte une expertise précieuse à notre discussion d'aujourd'hui. Elle a étudié le droit en France et a soutenu une thèse de doctorat sur les interactions entre la charia et le droit international public. Depuis 2005, elle enseigne à la section de droit civil où elle offre, entre autres, le cours Femmes et droit. Donc, avant de débuter notre conversation, j'aimerais aussi introduire nos autres invités, Martina et Léa Kim, membres de l'AFDUO. Je suis Martina Brumal, étudiante en deuxième année à la licence de droit civil à l'Université d'Ottawa et j'occupe le rôle de VP événements dans l'Association des femmes en droit de l'Université d'Ottawa. Bonjour, moi je m'appelle Léa Kim Jackson, je suis conseillère dans l'Association des femmes en droit. Donc, la mission de notre association, l'Association des femmes en droit de l'Université d'Ottawa se consacre pleinement à la promotion des femmes dans la profession juridique, en particulier au sein de la section de droit civil. Elle aspire à créer un environnement inclusif et solidaire pour les étudiants tout en les sensibilisant aux enjeux d'égalité et de leur offrir des opportunités uniques de développement professionnel et personnel. L'association s'engage également à renforcer la présence des femmes dans le domaine juridique en encourageant le leadership et l'engagement des étudiants à travers des événements de réseautage ou des conférences inspirantes où des professionnels de divers secteurs partagent leur expérience et leur parcours. Parfait. Donc, merci. Alors, Léa, si tu voudrais poser la première question pour débuter notre discussion. Oui, bien, Laurence l'a dit, a mis la table par rapport à la situation actuelle où, dans les médias, on voit que le mouvement masculiniste a pris une grande place. Puis la première question, c'est justement de savoir pourquoi le discours d'une crise de la masculinité est-il devenu autant populaire dans ces dernières années? Alors peut-être avant de commencer, définir ce que l'on entend par cette crise de la masculinité. Donc ce sont des hommes, des mâles qui auraient mal. Donc qui effectivement seraient en crise, en perte de repères, seraient complètement perdus, déboussolés, auraient perdu leur place dans une société qu'ils accusent de s'être beaucoup trop féminisée. Et en se féminisant, concomitamment de déviriliser les hommes. En gros, des femmes qui prennent beaucoup trop de place et surtout des femmes qui ne veulent pas rester à leur place. Donc on est véritablement dans ce mal-être, ce malaise, cette souffrance, on va parler de souffrance des mâles, et donc une inversion de la victimisation. Aujourd'hui, ce seraient les femmes qui seraient en position de domination. Elles aviliraient, elles mépriseraient, elles rabaisseraient les hommes, et les hommes qui ne peuvent plus être de vrais hommes. Et un vrai homme, qui laisse supposer qu'il y aurait des faux hommes aussi, un vrai homme, c'est cette masculinité qui est définie par la société patriarcale. Donc société patriarcale, société à l'origine, toutes les sociétés sont patriarcales et la nôtre était une société patriarcale de haute intensité. Aujourd'hui au Canada, on est dans ce qu'on appelle une société patriarcale de basse intensité, quoique avec le masculinisme, on pourrait regrimper en niveau d'intensité. Donc une société patriarcale, c'est une société qui est organisée par les hommes, où les pouvoirs sont aux mains des hommes et dont toute l'organisation va être centrée par rapport au regard des hommes. On parle de société
androcentrique. Et cette société androcentrique, ce patriarcat a défini ce que devait être un homme et bien sûr a défini ce que devait être une femme. Et cet homme, ce vrai homme, c'est cet homme de la société patriarcale, c'est cette masculinité, on parle de masculinité dominante, on va parler de masculinité hégémonique, c'est-à-dire la masculinité à laquelle les hommes doivent correspondre, le moule du masculin dans lequel ils doivent rentrer. Et cette masculinité, eh bien, elle se définit comme, c'est le sexe fort par rapport à la femme qui est le sexe faible, c'est l'homme courageux, apparemment le courage allant de pair avec le sexe. Donc c'est un homme qui prend les décisions, c'est un homme qui est entrepreneur, c'est un homme qui prend l'initiative, c'est un homme qui peut éventuellement être violent, mais cette violence va être légitimée parce que c'est le protecteur, parce que c'est l'homme pourvoyeur, et donc le vrai homme. Alors aujourd'hui, dans les mouvements masculinistes, on va parler du mâle alpha, on aura l'occasion d'y revenir parce qu'on est là aussi dans une belle ineptie, qui soit dit en passant, le mâle alpha, ce sont des concepts de zoologie pour les animaux, qu'on a pour les meutes de loups d'ailleurs, et j'y reviendrai, qu'on a complètement perverti, parce que c'est pas du tout ce que disaient les zoologues, et ils sont d'ailleurs, ils corrigent d'ailleurs cette conception du mâle alpha par les masculinistes. Et donc, le vrai homme, c'est un homme qui doit correspondre au mâle alpha. En tout cas, qui doit répondre à tous ces critères. Et notamment, un des critères de cette masculinité hégémonique, c'est que l'homme ne pleure pas. Parce que c'est la femme, bien sûr, qui peut pleurnicher, mais l'homme, non. Il ne pleure pas, il garde toutes ses émotions en lui. C'est une personne qui est en totale maîtrise d'elle-même, en total contrôle d'elle-même. Et donc, si elle souffre, eh bien, elle doit garder cette souffrance en elle et elle doit y faire face tout seul. Donc là, avec le mouvement masculiniste, on a manifestement laissé de côté ce critère de la masculinité. Ce sont des mâles alpha, mais qui peuvent pleurnicher sur les antennes. Il n'y a pas de problème, et se plaindre de tous les malheurs que leur occasionnent les femmes. Parce que bien évidemment, dans cette crise de la masculinité, on a une fautive, et on a un bouc émissaire. Et c'est vraiment le bouc émissaire, c'est-à-dire que tous les malheurs de ces hommes viennent des femmes, des féministes, et même plus que des femmes, de la femme, parce qu'on va essentialiser la femme, et tout viendrait de la femme, bien sûr, représentation de la femme patriarcale, elle aussi, on est complètement dans des construits sociaux, il n'y a rien de biologique, même si les masculinistes vont dire que ce mâle alpha, il est biologiquement alpha, du simple fait d'avoir des testicules et un pénis. Et donc, là, on va... et là, je suis en train de perdre le fil, excusez-moi. Et donc, on a une fautive, ce sont les femmes. Des femmes qui refusent de rester à leur place. Et cette place que les femmes devraient occuper, à laquelle elles devraient revenir, sur laquelle elles devraient recoller, c'est bien sûr une place qui a été définie par la société patriarcale. C'est-à-dire une femme qui est avant tout une mère, une femme qui s'occupe de ses enfants, une femme qui est soumise, une femme qui obéit au désir de son mari, de son père, de son frère, des hommes de sa famille. Et dans le reportage de Alpha, il y en a même, je ne sais pas si c'est Joël Maguire qui va le dire, que les femmes aiment justement avoir comme conjoint un mâle alpha, avoir un homme qui les domine, parce qu'elles sont naturellement en position de soumission. Et donc, ce sont les femmes et les féministes, alors par-dessus tout, qui ont totalement perverti la société et qui font que ces mâles sont en crise. Et dans les symptômes de cette crise des mâles, on retrouve, parce que c'est toujours les mêmes discours, on aura peut-être l'occasion de parler des différentes mouvances du masculinisme, mais dans les discours, dans cette souffrance masculine, et attention, je ne suis pas en train de dire non plus qu'il n'y a pas des hommes qui sont en souffrance. Non, c'est ça. Du tout, et j'aurai l'occasion de revenir, et mon propos peut paraître un peu caricatural, mais c'est parce que le discours masculiniste est totalement caricatural. Et donc, dans ces souffrances des hommes, alors on met en avant le suicide des hommes, les hommes qui se suicideraient beaucoup plus que les femmes. Alors d'abord, parce que bien sûr, rien ne repose sur des études. Ils annoncent des propos qu'on entend partout, mais où rien n'a été vérifié, et certainement pas auprès de spécialistes. Donc, il y a eu des études, notamment au Québec, qui ont été faites sur ce suicide des hommes, qui effectivement est préoccupant. Et là, on s'est rendu compte que si, au niveau des tentatives de suicide, on a le même niveau entre les hommes et les femmes, que les hommes, le taux de suicide plus élevé des hommes, il a toujours existé bien avant les années 60 et 70 du développement du féminisme. Les hommes se suicidaient déjà
plus que les femmes. Et pourquoi leur suicide aboutit? C'est parce qu'ils se suicident avec un mode viril de suicide. Ils vont se suicider en se tirant une balle dans la tête, ils vont se suicider en se jetant d'un pont, là où les femmes vont plus utiliser des barbituriques. Donc effectivement, le suicide a beaucoup plus de possibilités d'aboutir quand vous vous tirez une balle dans la bouche que quand vous prenez un tube de somnifère. Ouais. Donc, par ailleurs, pourquoi beaucoup plus de suicides des hommes et cette santé des hommes mentale qui serait plus fragile? On leur a dit aux hommes qu'il fallait qu'ils se débrouillent tout seuls. On leur a dit de ne pas aller chercher de l'aide. On leur a dit de complètement intérioriser leur souffrance. Ils l'intériorisent. Et quand ils n'arrivent plus, ils se suicident. Ouais. Donc ça, c'est un des malaises. L'autre grand malaise, c'est les pères interdits de pouvoir exercer leur droit de paternité. Donc ces femmes qui se vengeraient en interdisant aux pères d'avoir accès à leurs enfants. Et puis cette justice qui serait féminisée et donc qui donnerait effectivement la garde des femmes aux enfants. Et là aussi, ça a été étudié, tout ça. On a des études. Alors, c'est pas vrai que la justice, elle est féminisée, puisque dans les juridictions de première instance, on doit avoir à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes. Et puis, plus on monte, et puis on se retrouve avec des pourcentages de 30-35% de femmes. Donc, on a encore une justice qui est masculine. Et cette justice masculine, notamment quand on a des enfants en bas âge, on va considérer que c'est tout à fait normal que ce soit la femme qui s'occupe des enfants en bas âge, parce que n'est-elle pas cette mère avant tout? Et les femmes n'ont jamais réclamé la responsabilité d'être monoparentales. Les femmes ne réclament pas cette place-là. Et justement, le féminisme dit, mais les hommes, prenez votre part. Et puis, ce qu'oublie de dire aussi ces masculinistes, et je parle du Québec, c'est que dans 80% des cas de séparation, ils sont résolus devant un médiateur, pas devant un juge. Donc, on va devant le médiateur et là, on va décider du partage et de la garde des enfants. Donc, si les hommes ne prennent pas la garde des enfants, c'est parce qu'au moment de la médiation, ils vont dire, mais nous, on ne les veut pas, les enfants. Parce que nous, on a notre vie à mener. Et donc, ce n'est pas du tout vrai. Qu'après, il y ait des pères par rapport auxquels les femmes se vengent. Il y en a des femmes qui se vengent des pères. Et on a effectivement ces pères qui sont en souffrance de ne pas pouvoir exercer leur droit de père, élever leurs enfants et être présents. Et c'est inacceptable. Ça. Mais généraliser ça. Et c'est ça le problème de ce discours masculiniste. Cette espèce de généralisation. Pareil pour le décrochage scolaire, les garçons sont en décrochage scolaire parce qu'ils sont en manque de modèles positifs. Dans le primaire, si on a essentiellement des femmes, c'est parce que c'est des métiers pas prestigieux, c'était des métiers d'enseignement moins rémunérés, c'était des métiers qu'on confiait aux femmes. Dans les universités, on n'a jamais eu le problème de modèle au niveau masculin parce que longtemps, il y avait essentiellement que des hommes. Ça n'a pas empêché les femmes de faire des études, ça n'a pas empêché les femmes de réussir. Comment ce qui n'empêche pas les femmes de réussir quand elles n'ont pas de modèle, ça empêche les hommes, ce sexe fort, de réussir quand il n'a pas de modèle. Et on a voulu aussi, parce que dans ce discours masculiniste, on veut séparer les classes, revenir à la séparation des sexes. Et là, les sociologues le disent, et les spécialistes en éducation, ils disent, mais au contraire, parce qu'une classe de garçons, elle va être plus turbulente, et donc ça ne va pas favoriser la réussite des garçons. Et par ailleurs, le premier facteur d'échec scolaire, il n'est pas lié au sexe, ni des enseignants, ni des élèves, il est lié au milieu socio-économique. Plus vous êtes dans un milieu socio-économique bas, plus vous allez avoir des enfants qui vont ne pas avoir les moyens de pouvoir performer à l'école, réussir, être aidés par un entourage qui a le temps, où il y a l'éducation, où il y a des livres, où on va valoriser ça. Donc, ce n'est pas du tout à cause des femmes et c'est certainement pas à cause du féminisme. Absolument. Donc, selon vous, quel aspect des réalités actuelles, donc économiques, politiques ou sociales, alimente cette idée d'une masculinité en crise? Alors, je pense qu'il y a effectivement, le féminisme, c'est un mouvement révolutionnaire qui a profondément transformé la société. Absolument. Donc, les femmes, effectivement, de plus en plus prennent leur place et puis montrent qu'elles sont tout à fait capables, comme les hommes, de prendre leur place et d'exercer des postes à responsabilité. Et je crois que le problème, c'est que les femmes ont embarqué dans le mouvement et une grande partie des hommes sont restés sur le bas-côté. Et donc, ils ont vu cette société évoluer et eux n'ont pas su prendre leur place dans cette société qui a évolué, où effectivement, et c'est pas que les femmes prennent la place des hommes, parce que c'est ce qu'on entend, dire oui, vous prenez la place des hommes, ce qui laisse sous-entendre qu'on n'a pas notre place, que la place est toujours une place d'homme. Et c'est pas que les femmes ont pris la place des hommes, c'est qu'enfin, elles arrivent à prendre leur place, ce sont des êtres humains,
comme les hommes, que je sache. Et ce à quoi un homme aspire, pourquoi une femme n'y aspirerait pas de la même manière, Un homme veut se développer, veut se déployer, veut prendre en main sa vie. Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas le faire? N'aurait-elle pas le désir de le faire? Donc ça, c'est important, cette évolution. Paradoxalement, c'est masculiniste notamment, et une partie des hommes, mais pas tous les hommes, heureusement pour nous et heureusement pour eux, mais aussi des hommes qui se sont dit, mais ce mouvement féministe qui permet justement de faire exploser cette représentation corsetée de ce qu'est une femme et de ce que doit être un homme. En fait, une représentation univoque. La femme, c'est ça, et l'homme, c'est ça. Les caractéristiques de la femme, c'est ça, en règle générale, l'envers négatif de l'homme, et les quelques qualités positives qu'on lui reconnaît, c'est pour pouvoir prendre soin des hommes, et les côtés positifs de l'homme. Et là, le féminisme dit, mais il n'y a pas une femme, il n'y a pas une féminité, c'est un construit patriarcal ça. Il y a des féminités, il y a 1001 façons d'être une femme. On peut être une femme en voulant rester femme au foyer, et on peut être une femme en voulant être président de la République. C'est différentes manières d'être femme. Et du coup, il y a des hommes qui se sont dit, mais nous aussi, on ne veut pas être enfermés dans cette masculinité qui nous corsette, qui nous oblige à être ce mâle hégémonique. Et sitôt qu'on ne l'est pas, parce que la masculinité patriarcale, elle hiérarchise les femmes, mais ne vous y trompez pas, elle hiérarchise les hommes aussi. Absolument. Et tous les hommes qui ne correspondent pas, qui ne sont pas des vrais hommes, ce sont des faux hommes, avec toute l'homophobie, la masculinité. Les masculinistes sont homophobes, sont racistes aussi, parce que bien évidemment, ce patriarcat blanc dominant va hiérarchiser aussi en fonction de l'identité. Donc ces masculinistes, ils sont en règle générale, ils sont tous homophobes, et ils peuvent aussi être racistes. Et là, il y a des hommes qui vont dire, mais nous aussi, on veut vivre des masculinités multiples. Nous aussi, on veut pouvoir être un homme au foyer sans devoir s'excuser ou inventer des récits pour ne pas être dévirilisé face à nos amis, face à nos collègues. Nous aussi, on veut pouvoir peut-être être doux, être attentionné, vouloir prendre soin de nos enfants sans se déviriliser. Donc ce mouvement féministe, il sert aussi les hommes, mais il sert les hommes qui veulent bien ne plus être en position dominante. Parce que tous ces masculinistes-là, les masculinistes sont des mouvements antiféministes. Ce sont des mouvements misogynes, et pas seulement sexistes. Sexiste, c'est que vous considérez les gens par rapport au sexe. Misogyne, c'est une haine des femmes. Misogyne, misain, la haine en grec, et gyne, gouné, la femme, c'est une véritable haine des femmes. Et ces mouvements masculinistes ont des discours d'une haine absolue, incitation à la haine, incitation à la violence, incitation au meurtre pour certains d'entre eux. Pas tous, mais pour certains d'entre eux. Et donc, que disent ces masculinistes ? Eux, ils ne la veulent pas, l'égalité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est retrouver leurs privilèges. Et oui, les hommes ont perdu des privilèges avec le féminisme. Oui, et ce qu'ils veulent, c'est se remettre en position de domination. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas voir le masculinisme comme étant le miroir inversé du féminisme. Le féminisme, c'était un mouvement de femmes asservies, dominées, discriminées, qui ont demandé l'égalité. Les masculinistes, ce sont des anciens dominants qui ont perdu leurs privilèges et qui voudraient redevenir dominants. Donc, on n'est pas du tout dans la même logique. Et moi, juste pour rebondir, parce que j'aimerais savoir votre opinion quant à la discrimination positive, parce que dans ces discours-là, on entend beaucoup que mais maintenant, on n'embauche que des femmes ou on privilégie les femmes. Si moi, j'applique à un emploi, mais de toute façon, c'est la femme qui aura. Qu'est-ce que vous pensez de ces discours-là? Tout à fait. Et effectivement, c'est un discours qui revient. Et c'est un discours qui a beaucoup d'écoute, et pas seulement chez les masculinistes, qui a beaucoup d'écoute chez beaucoup d'hommes. Alors d'abord, je préfère le terme action positive que discrimination positive, parce que discrimination, vous êtes en train de dire que vous discriminez les hommes au détriment des femmes. Et donc, on est encore dans la victimisation et dans l'inversion des réalités. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de discrimination, c'est que dans cette action positive, on dit, et ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne les minorités visibles, ça concerne les personnes qui souffrent de handicap, ça concerne les personnes d'orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité, c'est de dire à compétence égale, à diplôme égaux, à capacité égale. Donc, on n'est pas en train de discriminer. On est exactement dans les mêmes niveaux de compétences. Et là, c'est de dire, on va prendre une femme,
on va prendre une personne d'une minorité visible, on va prendre une personne d'une minorité sexuelle, on va prendre une personne qui souffre d'un handicap. Pourquoi? Parce que notre société étant patriarcale, on fonctionne avec des biais, ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire des biais, on ne s'en rend même pas compte, hein. On n'est même pas conscient de ces biais-là, et spontanément, on a un homme, une femme à compétences égales, suivant les postes, suivant les fonctions, on va prendre l'homme. Mais sans même penser qu'on est en train de pérenniser ces biais-là. Et c'est pareil avec les personnes des minorités visibles. C'est pareil. Donc, c'est pour dire, ces biais-là existent. On le sait, ils sont bien souvent inconscients. Ils sont conscients quand vous avez affaire à des sexistes, à des racistes. Mais quand ce n'est pas le cas, quand c'est des personnes comme vous et moi, on peut, sans s'en rendre compte, avoir ces biais-là. Et donc là, spontanément, et trouver, aller chercher dans le CV, aller chercher dans la présentation quelque chose qui va nous permettre de dire, ben non, finalement, on va prendre la personne du groupe dominant. Et on nous forme maintenant à ces biais cognitifs. Et on est obligé d'être formé à ça. Et quand vous vous formez à ça, vous vous rendez compte de dire, ben tiens, celui-là, je l'avais et je ne m'en rendais pas compte. Donc, elle est là. Et si vous ne donnez pas la possibilité, justement, grâce à ces actions positives, si vous ne donnez pas la possibilité aux femmes d'avoir un poste qu'on ne lui donnerait pas parce que d'habitude, on va le donner aux hommes, ou à toutes les autres personnes appartenant aux minorités, elles ne peuvent pas prouver qu'elles sont capables. Et là, on va poursuivre. Ah oui, mais une femme, elle n'est pas capable. Oui, une femme, elle ne peut pas. Mais laissons-lui prouver qu'elle est capable. Et on n'est pas en train de dire que les femmes vont faire mieux que les hommes. Pas du tout. C'est donnez-leur la possibilité de le faire. Et là où on voit où les biais sont toujours là, et notamment du côté de la société patriarcale, c'est que lorsqu'une femme arrive à ces postes-là, si elle ne remplit pas le poste, si elle montre elle n'est pas aussi compétente, ou en tout cas elle ne remplit pas le poste dans ce qu'on attendait, la faute d'une femme rejaillit sur toutes les femmes. Absolument. Et on va dire, les femmes ne sont pas capables. Un homme, un président bouffon comme un Trump, on ne va pas dire que c'est les hommes qui ne peuvent pas être présidents. Non, on va dire que c'est cette personne-là. Donc, l'incompétence d'un homme lui reste personnelle. L'incompétence d'une femme à des postes d'autorité, à des postes habituellement occupés par des hommes, cette incompétence-là, elle va rejaillir sur toutes les femmes. Et ça sera vrai pour les membres des minorités visibles, ça sera vrai pour toutes les minorités. On se rejoint beaucoup dans ce discours-là. Moi, je trouve que je peux tellement penser à certaines situations de ma vie où c'est arrivé des moments comme ça. Et puis, ça nous permet d'en arriver justement au mouvement féministe en tant que tel. On va souvent entendre dans la société des discours comme toi, on sait bien, t'es juste une féministe, ou des choses comme ça qui semblent super péjoratives. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on va voir le mouvement féministe comme une menace pour les hommes? Alors, dès sa naissance, on a vu le mouvement féministe comme étant une menace pour les hommes. Pourquoi? Parce que justement, il remet en cause cette organisation patriarcale. Il déconstruit, parce qu'avec le mouvement féministe, il y a de la recherche féministe aussi. Il y a eu les premiers mouvements des suffragettes pour l'obtention du droit de vote, où on était beaucoup plus dans un mouvement politique d'action. Mais ensuite, à partir des années 70, le mouvement féministe a développé une recherche féministe en disant, si on veut pouvoir s'attaquer à cette société patriarcale, si on veut pouvoir la déconstruire, encore faut-il la comprendre, encore faut-il l'analyser et l'étudier. Et donc, on a véritablement là un mouvement politique. Le féminisme est un mouvement politique, un mouvement action. Le but du féminisme, c'est de transformer la société, d'arriver... et en principe, le féminisme, c'était conçu comme un mouvement temporaire, comme un mouvement provisoire. Si, une fois que l'égalité est atteinte, et pas seulement l'égalité en droit, mais l'égalité en fait, justement contre tous ces biais cognitifs, une fois qu'elle est atteinte, à ce moment-là, le féminisme aurait vocation à disparaître. Et on voit en 2024 comme il est encore nécessaire. Et donc, dès le début, il a été ressenti comme étant une menace contre les hommes parce qu'il remet en cause leurs privilèges. Où est-ce que vous avez vu un groupe dominant qui est prêt à abandonner sa domination? Où est-ce que vous avez vu un groupe dominant qui est prêt à abandonner ses privilèges? Tous les droits obtenus par les femmes l'ont été de haute lutte. On n'a donné aucun droit
aux femmes, spontanément, généreusement, en disant « ce sont des êtres humains à part entière comme nous, elles ont droit aux mêmes... » Non, du tout. Et le féminisme aujourd'hui, et vous le dites très bien, Léa, beaucoup des hommes pro-féministes n'osent pas le dire, parce qu'ils vont être regardés comme des traîtres à leur identité. Ça prend aussi du courage pour un homme d'oser dire aujourd'hui qu'il est pro-féministe. Mais beaucoup de femmes n'osent pas le dire non plus, parce que justement, elles vont immédiatement être insultées. Et moi, l'an dernier, j'ai une étudiante qui, sur les réseaux sociaux, a juste mis qu'elle était féministe. Elle ne s'est même pas engagée dans une opinion. Et elle a eu des réponses du genre « mais tu dois avoir le vagin plein de sable ». Ça n'a aucun sens. C'est totalement écœurant. En plus, on est dans des insultes d'une grossièreté, d'une vulgarité. Donc, effectivement, et ça, c'est parce que dès le début, comme le féminisme a été perçu comme une menace pour les hommes, dès le début, ils ont déconsidéré ce mouvement. Dès le début, ils ont développé une représentation totalement fausse du mouvement que les femmes ont intégré. C'est-à-dire que le féminisme, c'est un mouvement contre les hommes. Et bien sûr, toutes les femmes qui n'ont rien contre les hommes, qui vivent de super bonnes ententes avec les hommes, qui ont des amis, des pères, des frères, des oncles, des conjoints qui sont formidables, elles vont dire « moi, je ne suis pas féministe ». Et je vous le dis en connaissance de cause, j'ai été comme ça. J'ai dit, non, moi je ne suis pas féministe, je ne suis pas contre les hommes. Mais le féminisme, ce n'est pas être contre les hommes. Pas du tout. Le féminisme, c'est demander l'égalité homme-femme. Et de façon générale, le féminisme, c'est un humanisme. Ça rejoint la lutte contre le racisme. Ça rejoint c'est de pouvoir, en tant qu'être humain, parce qu'on est tous des êtres humains, parce que oui, il y a un universel, le fait qu'on soit tous des êtres humains, qu'on ait tous droit à avoir une vie où on peut se déployer, où on peut prendre sa vie à pleine main, être le maître et la maîtresse de sa vie. Et donc, si vous renvoyez... Donc, c'est un humanisme, le féminisme. Seulement, si vous renvoyez cette image négative, bien sûr que les hommes ne se reconnaîtront pas, mais surtout les femmes. Et si vous perdez celles pour qui ce mouvement-là est né, et d'ailleurs, les hommes vont aller chercher la voix des féministes quand ce sont des féministes qui disent « mais le combat est gagné » ou la voix des femmes, vont aller chercher la voix des femmes quand finalement la voix des femmes dit la même chose que les hommes. C'est-à-dire qu'elle va dire « mais oui, le combat est gagné, on n'a plus besoin de féminisme, mais oui, aujourd'hui, les femmes prennent trop de place ». Et là, on va considérer que cette voix-là, c'est une voix objective. Autrement, les femmes ne parlent qu'à partir de leurs hormones, comme si les hommes n'avaient pas d'hormones. C'est extraordinaire, comme si les hommes n'avaient pas de glandes, comme si les hommes n'avaient pas de... Et donc, nous, notre discours, il est toujours biaisé. On parle toujours en tant que femme, on ne parle pas en tant que personne. Parce que l'homme, il représente l'homme et il représente l'être humain. La déclaration des droits de l'homme, avec un grand H, on était supposé s'y reconnaître, sauf qu'il y avait beaucoup de droits de l'homme qui n'étaient que des droits de l'homme, avec un petit H, et pas des droits de la femme. L'homme représente l'homme et l'humanité. La femme ne représente que la femme. Et c'est absolument incroyable parce que quand même 50% de l'humanité est constituée de femmes. Et on a considéré longtemps parler des femmes et des minorités. Mais on n'est pas un groupe à part, là. Mais juste pour rebondir sur quelque chose que vous venez de dire, l'homme représente l'être humain, la femme ne représente que la femme. On va aborder le documentaire Alpha plus tard, mais moi, ça me fait penser à un propos qui a été dit. Un des influenceurs a dit justement, pour savoir si tu es un homme, une femme, l'homme a un pénis et l'autre n'a pas de pénis. Donc, le critère pour être autre que l'homme, c'est de ne pas... Pour moi, en tout cas, ça m'a tellement choquée d'entendre ça. Exactement. Et ça veut dire que les droits dépendent de la configuration du bas-ventre. Absolument. C'est quand même extraordinaire. C'est complètement... Justement, est-ce que vous pensez qu'il y a un point d'entente où on pourrait concilier le fait qu'il y ait du féminisme puis du masculinisme? Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et ce ne serait pas de parler de masculinisme, ça serait de parler de masculinité. Et aujourd'hui, de plus en plus, on entend... parce que quand on emploie le mot « isme », c'est qu'il y a une idéologie, il y a un mouvement. Et effectivement, le féminisme était une idéologie, un mouvement, parce que c'est un mouvement révolutionnaire, c'est un mouvement politique. On veut faire changer les choses. Le masculinisme, aujourd'hui, c'est aussi une idéologie. C'est qu'on veut faire changer les choses pour revenir à l'ancienne organisation sociale. Donc, ça ne serait pas d'opposer le féminisme au masculinisme, ça serait par contre de dire, est-ce que les féministes
peuvent cohabiter avec une masculinité. Et oui, elles peuvent complètement communiquer, être en bonne entente et complètement lutter bras dessus, bras dessous, avec une masculinité positive. Et aujourd'hui, on voit se développer des conférences, on voit se développer des séminaires. Il y a des ouvrages qui commencent à sortir, c'est tout récent, sur justement ce concept de masculinité positive qu'on oppose à la masculinité toxique. Et d'ailleurs, beaucoup des masculinistes, et c'était vrai dans le reportage Alpha, disent oui, on parle de masculinité toxique, c'est toxique que d'être un homme. Non, 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 non. Quand on parle de masculinité toxique, on n'est pas en train de dire que c'est toxique d'être un homme. Absolument. Et d'ailleurs, et je me permettrai une citation, j'avais mes petites fiches pour cette citation-là, ce n'est pas le fait d'être un homme qui implique automatiquement la domination et l'aliénation, mais le fait que nos sociétés se soient construites sur un modèle patriarcal qui permet, autorise, légitime, valorise, voire impose la domination masculine sur les femmes. En fait, les pratiques de domination ne devraient pas être critiquées parce qu'elles sont liées au sexe masculin, mais parce qu'elles sont oppressives. Ce n'est pas le fait d'être un homme qui fait que vous êtes un oppresseur. Non. Ce n'est pas le fait d'être un homme qui fait que vous êtes dans cette catégorie des dominants qui vont opprimer les dominés. C'est le fait d'adhérer à une conception patriarcale de la masculinité. Et cette masculinité toxique, et elle est toxique pour les femmes, mais elle est toxique pour les hommes aussi. Cette masculinité toxique, c'est justement celle qui dit un homme, il doit être fort, c'est le pourvoyeur, il est courageux, il pleure pas, il domine, il impose ça, y compris par la violence, il peut imposer c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui impose sa domination sur la famille, sur les femmes, sur tous les autres qui sont plus faibles. Et puis surtout, il garde toutes ses émotions pour lui. Elle est toxique, bien sûr, pour les personnes qu'elle va opprimer, donc en priorité les femmes, mais elle est toxique aussi pour les enfants qui sont victimes de maltraitance dans les familles, et où cette maltraitance, on le sait, à plus de 95%, est le fait d'hommes. Elle est toxique pour les hommes qui ne correspondent pas à cette masculinité hégémonique, à cette masculinité dominante. Donc les masculinistes qui sont totalement homophobes, mais ils sont plus que d'être homophobes, c'est qu'ils vont être aussi, il y a un vocabulaire d'une incroyable brutalité et vulgarité dans le propos. Si t'es pas un homme alpha, donc si t'es pas dominant, si t'es un homme féministe en fait, si tu es là à écouter ta femme, à prendre son opinion, à écouter, eh ben là tu es une lavette. Mais donc ce que ça renvoie aux hommes. Si je suis pas comme ça, je suis pas un homme dans une société qui reste patriarcale. Donc où on a encore cette représentation dominante de la masculinité et une masculinité qui se définit, et c'est ça aussi qui est incroyable parce que c'est toujours vrai en 2024, qui se définit essentiellement par rapport à la sexualité. Et le mâle alpha, là, dans ces mouvements masculinistes, c'est un homme qui a de l'argent et c'est un homme qui a des femmes. Et donc qui a du pouvoir. Et la masculinité, et bien sûr, parce que j'oublie, parce que c'est quand même quelque chose qui est pathétique quand on le voit, et c'est un homme qui a des muscles. Alpha biscotto, zéro cerveau. Et donc, c'est un homme, il faut qu'il aille faire de la gym. Là, vraiment. Et ce qui va permettre à un homme aujourd'hui, quand on écoute ces discours-là, c'est l'argent facile. Alors, comment on fait de l'argent facile? Alors, ils vendent des séminaires, et puis des séminaires qui coûtent très cher. Et ils s'adressent en plus à des hommes qui sont vulnérables. Donc, on voit comment un soi-disant, ce mouvement qui porte les hommes, exploite les hommes. Absolument. Et donc, et qu'est-ce qu'ils vont leur dire? Ils vont leur offrir des programmes clés en main. Quelques chiffres sur un tableau, beaucoup de musculation, beaucoup d'haltères, soulever des pneus de poids lourds, pourquoi on ne sait pas trop, mais et là, vous allez réussir votre vie. Vous savez, quand je regardais les programmes, ça me faisait penser à ces publicités aberrantes à la télévision de voitures. Vous achetez une grosse voiture et soudainement, votre vie, elle va changer. Vous allez devenir un aventurier, vous allez avoir des belles maisons, vous allez avoir une belle femme, des beaux enfants, un chien superbe, parce qu'il faut quand même le beau chien à l'arrière. Et la voiture change votre vie. Et bien là, leur programme clé en main, et vous devenez un gagnant. Et c'est de dire, mais c'est pas possible qu'un homme se définisse par rapport à sa masse musculaire, au nombre de filles qui tombent et à l'argent facile. C'est pas possible. Et je crois que ça insulte les femmes, mais ça insulte aussi les hommes, honnêtement. Bon,
Depuis des dizaines d'années, le mouvement féministe prend de plus en plus d'ampleur dans les sociétés. Est-ce que le mouvement masculiniste est un phénomène nouveau et où retrouve-t-on des manifestations similaires dans l'histoire du féminisme? Alors là, il faudrait que vous lisiez les travaux absolument passionnants du politologue qu'on trouve, qui est d'ailleurs interviewé dans le reportage Alpha, qui est Monsieur Francis Dupuy-Derry, qui étudie depuis plus de 20 ans la crise de la masculinité, parce qu'elle n'est certainement pas nouvelle, et qui étudie ces mouvements masculinistes, et lui-même le dit, cette crise de la masculinité, elle a toujours existé. Et il remonte à l'Antiquité gréco-romaine, et il donne d'ailleurs cet exemple qui est absolument incroyable. On est à la fin du IIIe siècle, début du IIe siècle avant notre ère, un grand penseur, Caton l'Ancien, les femmes romaines revendiquent le droit de conduire des chars, donc des chars dans le vocabulaire de l'époque, pas la voiture, revendiquent le droit de conduire les chars, et Caton qui dit la société est en train de, les femmes sont en train de se viriliser et les hommes sont en train de s'efféminiser, excusez-moi si j'ai pas le bon mot, et donc sitôt que la femme prend de la place et donc prend la place des hommes, pour eux, automatiquement, ça entraîne une dévirilisation de l'homme, une perte de virilité de l'homme, l'homme est émasculé, l'homme est castré. Alors le mythe de la castration de l'homme par la femme, on le retrouve partout d'ailleurs. Et dans la culture autochtone, vous avez autochtone et indienne d'Inde, et vous avez le mythe de la vagina dentata, le vagin denté, avec cette idée. Donc on voit des représentations, des sculptures où on voit le vagin des femmes pourvu de dents, et qui castre l'homme véritablement. Et cette peur de la castration vient aussi de la manière de la relation sexuelle, comment effectivement le sexe de l'homme est absorbé par le vagin de la femme. Donc on a véritablement cette représentation de la réalité biologique qui se transforme. Cette peur de la castration, les sorcières, elles étaient dans les rites magiques dont elles étaient accusées. Il y avait le rite de la castration, de castrer les hommes, de les rendre impuissants, parce qu'on a une masculinité qui se définit essentiellement par rapport à la virilité, donc à la capacité, à la compétence sexuelle. Et Francis Dupuy-Derry dit, elle a toujours existé, la crise de la masculinité. On en a parlé absolument à toutes les époques, chaque fois qu'on a eu des femmes qui ont voulu secouer le joug de la masculinité, secouer le joug du patriarcat. Et alors, elle s'est amplifiée dans les années 70 avec la libération sexuelle des femmes, avec des femmes qui recouvrent l'autonomie en termes de procréation avec la pilule, avec le droit à l'avortement, et donc des femmes accès au marché du travail, des femmes qui peuvent s'affranchir de la dépendance économique vis-à-vis des hommes. Et donc là, la crise de la masculinité, on en a parlé, et avec toujours cette idée de la castration des femmes. Donc, elle a toujours été là. Elle n'est pas nouvelle. Ce qui la rend nouvelle, c'est les réseaux sociaux. Et le fait que désormais, avant, c'était un discours de personne à personne. Exact. Dans le Boys Club, on était là à se dire à quel point les femmes étaient castratrices. On était là dans des discussions entre personnes. Mais là, avec les réseaux sociaux et sur la toile, ça atteint le monde entier. Et cette crise de la masculinité, vous la retrouvez au Canada, vous la retrouvez aux États-Unis, vous la retrouvez en Grande-Bretagne, vous la retrouvez en France, vous la retrouvez en Allemagne, mais vous la trouvez en Inde, vous la trouvez en Nouvelle-Zélande, vous la trouvez en Australie. On la retrouve partout parce que la toile se partage, ce monde virtuel, il n'a plus de frontières. Donc ce sont des discours qui effectivement se répandent. Et quand vous êtes en souffrance, parce qu'il y a une vraie, il y a aussi les masculinistes là qui sont d'ailleurs pas en souffrance, c'est les comment il s'appelle là, Julien Bournival, le Joël Magritte, l'espèce de bouffon absolu d'Andrew Tate, cette caricature de la masculinité. Je veux dire, c'est pas des hommes en souffrance, ça, on se trompe pas. Ils exploitent la souffrance des hommes. Par contre, c'est vrai que y a une vraie souffrance des hommes, qui doit pas, par contre, autoriser l'appel à la violence, Écoutez, des femmes en souffrance, il y en a. Des femmes célibataires et qui ne veulent pas l'être, il y en a. Des femmes qui n'arrivent pas à avoir la vie qu'elles pensent qu'elles devraient avoir ou qu'elles voudraient avoir, il y en a plein. Est-ce qu'elles prennent une voiture bélier? Est-ce qu'elles vont rouler sur un trottoir et tuer des hommes? Est-ce qu'elles prennent une carabine, elles rentrent dans une école où il n'y a que des hommes et elles se mettent à tirer sur des hommes comme Marc Lépine? Non. Et pourtant, la souffrance, elle est là des femmes aussi. Et c'est la même.
c'est la même. Et encore plus parce que c'est une souffrance de femmes qui restent en position d'infériorité, quoi qu'on en dise. Parce que ce discours des masculinistes, les femmes, aujourd'hui, c'est les femmes qui dominent. Quand vous leur dites, donne-moi un exemple d'une profession masculine où aujourd'hui les femmes sont en majorité, mais aucun vous donne un exemple. Ouais. Donne-moi donne-moi des exemples concrets. Personne ne vous donne d'exemple. On est dans cette espèce de sens commun, là, de propos on appelle ça en France de propos de café du commerce, là, qu'on va échanger là, dans la discussion. Ça n'est fondé sur rien. Il n'y a rien de précis, hormis mâle alpha. Alors là, ils vont employer des mots précis, en référant d'ailleurs à des choses qui n'ont aucun bon sens. Donc, effectivement, et là j'ai encore perdu mon fil, effectivement, c'est un mouvement qui se répand et les réseaux sociaux permettent de répandre ce mouvement et des hommes en véritable position de vulnérabilité. Quand vous avez mal, et beaucoup d'hommes isolés, beaucoup d'hommes seuls, et puis soudainement sur la toile, ils vont entendre un propos qui rejoint leur souffrance. Ils disent tiens, je ne suis pas le seul, ça rassure. Et puis le premier abord, à part ceux qui veulent vraiment aller de suite sur le site d'Andrew Tate, mais le premier abord, ça va être je vais chercher des outils pour m'aider. Et on le fait, nous aussi, les femmes. Et soudainement, vous avez là une communauté qui est en train de vous parler de vos souffrances et de vous dire mais moi, je vis les mêmes. Mais il y a quelque chose de rassurant. Et si ces communautés pouvaient vous donner des outils, des moyens pour essayer d'alléger la souffrance, pour essayer de renverser la donne, mais c'est extraordinaire. Le problème, c'est quand ça dérive et qu'on se retrouve avec à nouveau ce patriarcat de très haute intensité sur les réseaux sociaux, dans les mouvements masculinistes, où non seulement tu dois être en position de domination, si tu l'es pas, et c'est là qu'ils sont toxiques, ces mouvements-là, c'est qu'en plus, à la fois ils se victimisent, ces hommes, mais à la fois quand vous entendez Amour Bournival, quand vous entendez Louis Racicot, le petit jeune blond là, qui va dire mais si tu n'y arrives pas, c'est ta faute. C'est à toi de te prendre en main. Alors, il y aurait quelque chose là à la fois de positif, de dire c'est bien, c'est vrai qu'il faut. Mais c'est tellement radical le propos que ce que c'est en train de dire aux hommes, si tu t'en sors pas, c'est ta faute, c'est que tu donnes pas les moyens. Ouais. Et donc, ça veut dire que l'homme qui arrive pas, il est encore en échec. Exact. Et alors, non seulement il était en échec devant la société, mais maintenant, il est en échec devant ces bouffons-là en plus, qui se prétendent être la représentation de la masculinité. Donc, on est véritablement dans un mouvement qui est dangereux, et il est dangereux parce que c'est un mouvement qui est radical, ces mouvements masculinistes. Ce sont des mouvements misogynes, ce sont des mouvements extrémistes qui se radicalisent. Et ils sont d'ailleurs surveillés aujourd'hui par des organisations gouvernementales qui étudient la radicalisation. Oui. Et on a, et ça c'est absolument incroyable, une décision qui a été rendue le 23 juillet 2023 par la Cour supérieure de l'Ontario. C'est dans le cadre d'un meurtre commis par un adolescent qui se disait incel. Les incels, c'est un groupe masculiniste. C'est l'abréviation pour incel celibate, excusez-moi pour la prononciation. Donc, les célibataires involontaires. Donc, des hommes qui n'arrivent pas à nouer des relations intimes avec des femmes, des relations romantiques ou des relations sexuelles. Donc, des hommes frustrés, des hommes qui se sentent rejetés par les femmes et qui développent un discours porteur d'une incroyable haine, donc, et qui incite à la violence contre les femmes et qui incite à aller tuer les femmes. Et vous avez le porteur de ce mouvement-là, qui est Elliot Rodger, aux États-Unis, qui en 2014 a tué 6 femmes qui a publié, avant d'aller les tuer et avant de se suicider, qui a publié une vidéo où justement, il se dit être un incel. Il dit à quel point les femmes sont des bitches et toutes les insultes possibles et imaginables, avec un discours incroyablement simpliste et réducteur. Parce que ces mouvements, ils attrapent les jeunes aussi parce que c'est tellement simpliste. C'est exactement tellement simpliste. Et dans le discours des incels, vous avez 2 catégories de personnes. Vous avez les Stacy, donc c'est les femmes belles, magnifiques, qui ont un succès auprès de tous les hommes. Et vous avez les Tchad. Alors les Tchad, c'est ces mâles alpha, là, pleins de gonflettes, pleins de muscles, pleins d'argent, des grosses voitures, des grosses maisons et des gros cigares. Et donc, les incels disent, voilà, la société, elle est aux mains de ces personnes-là, les Stacy et les Tchad. Et si toi, en tant qu'homme, tu ne fais pas partie des Tchad, tu n'auras jamais une Stacy. Et bien sûr, les Stacy, il faut que ce soit des belles femmes. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on veut. Et donc, ce discours incroyablement simpliste. Et par contre, les incels, eux, ils ne vont pas tuer les Tchad.
ils vont tuer les Stacy quand même, hein, parce que quand même, il doit y avoir un minimum de solidarité masculine là. Et donc, on s'en prend aux femmes. Et ce discours, donc là, lui, il a tué 6 personnes. On a eu en 2018 Alec Minassian avec sa voiture bélier sur un trottoir qui a tué 10 personnes, dont 8 femmes, qui se réclamaient d'Elliot Rodger, hein, qui est présenté sur les réseaux par les incels comme un dieu, comme un héros. Hein, donc, qui a tué, donc lui-même qui se réclamait d'Elliot Rodger. Et en 2020, cet adolescent de 17 ans qui est rentré dans un spa et qui a poignardé 57 coups de couteau une femme qu'il ne connaissait pas. Hein, c'est parce que lui aussi, il n'arrivait pas à nouer. Donc, c'est des hommes frustrés sexuellement, des hommes en souffrance parce qu'ils n'arrivent pas à nouer des relations, même romantiques, hein, avec des femmes. Et puis, il y a une autre employée qui est intervenue pour aider cette femme-là et qui a été blessée. Et donc, il a été jugé en juillet. Et c'est une première au Canada. On l'a jugé pour acte terroriste, c'est-à-dire qu'on a rentré son acte dans la même catégorie que le terrorisme politique, le terrorisme religieux, etc. En se basant sur le même article 83.1 du Code criminel, en disant que le discours des incels, c'était une idéologie politique porteuse de haine pour intimider un groupe, en l'occurrence les femmes. Et on l'a reconnu comme étant une idéologie terroriste. Et c'est vous dire qu'il faut prendre cette menace extrêmement au sérieux et qu'elle est prise extrêmement au sérieux. Donc, on a vraiment abordé le mouvement masculiniste, le féminisme. Et maintenant, j'aimerais qu'on plonge dans les réseaux sociaux. Vous venez d'en parler un peu. Je pense qu'il y a un danger qui s'ajoute à cause des réseaux sociaux, un peu en raison que c'est plus facile de propager ces idées-là. C'est plus facile aussi de pas nécessairement avoir des répercussions. Alors là, on va commencer à parler d'Andrew Tate. Je pense que c'est un sujet très tabou. Ben pas tabou, mais en tout cas, Andrew Tate, il est partout en ce moment. Donc, Andrew Tate, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un influenceur justement masculiniste qui est connu malheureusement à une échelle mondiale. Et il a été récemment banni de Twitter, Instagram, Facebook parce qu'il a été arrêté notamment pour, si je ne me trompe pas, trafic humain, viol, etc. Mais avant ça, il était suivi par des millions de personnes partout sur la planète. Donc, selon vous, quel impact les influenceurs comme Andrew Tate, parce qu'au Québec aussi, les influenceurs qu'on a retrouvés dans le documentaire se proclament un peu les messagers d'Andrew Tate en quelque sorte. Donc, quel impact ces influenceurs-là ont sur les jeunes hommes? Et selon vous, qu'est-ce que, dans leur discours, c'est quoi qui rend ça attirant pour eux, pour les jeunes hommes sur Internet? Alors, l'impact est certain, hein, ça je n'en doute pas. Encore une fois, parce qu'il va s'adresser notamment à des jeunes hommes qui sont en recherche d'identité, en construction d'identité et d'une identité masculine. Des jeunes hommes qui sont confrontés, et ça c'est vraiment, je crois, important, qui sont confrontés depuis MeToo à ces femmes qui prennent la parole et qui dénoncent cette culture du viol, qui dénoncent ces violences sexuelles qui, à 96%, ont des femmes pour victimes et à 98% ont des hommes comme auteurs de ces violences-là. Donc, on est vraiment dans un problème de sexe et de genre et un vrai problème de société patriarcale. Seulement, et puis, ce que ça renvoie, cette libération de la parole et cette visibilité de ces violences-là, ce que ça renvoie et ce que ça confronte les hommes avec une image de la masculinité qui est extrêmement négative. Hein, cette masculinité toxique qui fait cette culture du viol. Hein, et j'ai eu l'occasion de parler des viols de Mazan en France, hein, où on a 80 hommes qui ont violé une femme complètement inconsciente et mis à disposition des hommes par son mari, et c'était des hommes de 22 ans le plus jeune, 72 ans le plus vieux, toutes catégories d'âge confondues, de profession, de statut social, des pères de famille. Donc c'était, et là, ça révèle effectivement cette violence sexuelle à l'encontre des femmes qui est structurelle. Et pour beaucoup d'hommes, et beaucoup d'hommes vont dire mais nous on n'est pas comme ça, et heureusement pour les femmes, parce que si tous les hommes étaient comme ça, on n'aurait plus aucun lieu de sécurité, ni à la maison ni à l'extérieur de la maison. Mais ce que ça renvoie les hommes à une représentation de la masculinité, et une masculinité, parce que c'est plus qu'une représentation, les violences sexuelles et les viols, c'est vrai là, qui est extrêmement négative, et c'est très dur de faire face à ça. Et donc on va avoir d'une part des hommes qui vont dire mais moi je me sens pas concerné parce que moi, je ne ferai jamais ça, bien sûr, mais dans la mesure où ces violences-là, à 98% sont le fait d'hommes et à 96% les victimes sont des femmes,
en tant qu'homme, tu ne peux pas ne pas te sentir Exactement. concerné. Ouais. Hein, tu as une mère, Ouais. tu as une femme, peut-être, tu as des petites filles, des sœurs, des amis. Est-ce qu'il faut attendre que tes proches soient Ouais. victimes de violences sexuelles pour que soudainement ça Tu te devienne sens plus interpellé. seulement l'affaire des autres et ça devienne la sienne? Mais par contre, ça prend du courage Ouais. de se confronter à ça parce qu'ils se sentent agressés en fait individuellement, personnellement. ça. Même si on est en train de dénoncer une violence structurelle, qui est une violence d'une catégorie de personnes, les hommes, effectivement, eux se sentent atteints individuellement. C'est comme si on leur disait, toi, t'es un violeur, toi, t'es un agresseur. C'est pas ça qu'on est en train de Ouais. dire. Et donc, du coup, il y a un rejet de cette parole des femmes, de ce MeToo. Il y a un rejet complet. Et donc, en rejetant ça, ces mouvements, soit Andrew Tate qui dit, il le dit lui-même, il dit, quand on est face à la réalité qu'on est un homme, on ne peut qu'être misogyne. Hein. Il dit, je vois pas comment on peut pas être misogyne. Donc, il est en train de dire ça Ouais. à des hommes qui ont du mal à se confronter à cette représentation et à cette réalité, par représentation, cette réalité de cette violence masculine. Et là, d'un coup, ils se disent, ah ben tiens, il y a quelqu'un qui redore notre blason. Il y a quelqu'un qui est en train de nous donner une image positive d'eux-mêmes. Et dans le discours de ces mâles alpha, tout n'est pas à jeter. Hein, quand ils disent bah, il faut être une personne responsable, il faut être un homme qui prend soin de lui, un homme qui bouge. Ben oui, bravo. Ce qui est dommageable, c'est tout ce qui accompagne cette partie-là du discours qui peut être très positive pour les hommes. Il vaut mieux, plutôt que d'être devant sa tablette 12 heures par jour, il vaut mieux aller faire un peu de gym et de musculation, c'est certain. Mais donc, il y a ça, il y a ce côté de redonner une image plus positive aux hommes. Il y a cette starisation, hein, les réseaux sociaux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des influenceurs, certains, je ne dis pas tous, hein, je ne veux pas généraliser et caricaturer mon propos, mais une grande partie des influenceurs et des influenceuses, ce sont des personnes qui ont zéro compétence, hein, qui se mettent sur les réseaux sociaux, qui mettent en scène toute leur vie, jusqu'à, j'en ai vu une, quand elle a mené son chien faire pipi, se photographier, parce que c'est tellement important, mais c'est une star, elle est zéro compétence, hein, ces influenceurs, ils ont quelle compétence, hein? Zéro compétence, et par contre, ils mènent une vie absolument extraordinaire. D'ailleurs, beaucoup sont à Dubaï, parce qu'ils ne paient pas d'impôts, des maisons superbes, des yachts... Et vous avez ces jeunes, certes beaucoup qui viennent peut-être de milieux sociaux défavorisés, beaucoup qui se font du souci pour leur avenir. Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais avoir une vie, sans dire même une vie dans laquelle je peux m'épanouir? Et là, vous avez ces influenceurs à gros bras et petits cerveaux qui sont là en train de dire, mais regardez, c'est facile. On voit, alors ils sont là avec l'argent. Argent facile, ils vous disent quand même pas comment il faut faire. Et puis quand même le Julien Bournival là, qui s'est quand même posé, qui vend des séminaires de coach d'entreprise est en faillite. Hein, on va lui saisir sa maison s'il trouve pas vite un plan de financement. Il a 1,4 million, il a 1,4 million de dettes. Ce pourvoyeur, parce que lui sa femme devait pas, elle doit pas travailler. Lui il est le pourvoyeur. Ben, le pourvoyeur alpha mâle, il a mis sa famille dans le trou financièrement. Manifestement, génétiquement, biologiquement. Il a un sexe et un pénis, mais il n'avait manifestement pas la capacité de gérer ses affaires. Il aurait mieux fait d'apprendre. Hein. Et donc, on a véritablement ce discours, cette starisation. Ces hommes qui mènent une vie qui a l'air d'être... Enfin, quand on veut ce type de vie-là, hein, bien sûr, quand on est attiré par ce type de vie-là, c'est pas tout le monde qui a juste envie de jeter l'argent par les fenêtres, de faire la fête et d'avoir une vie totalement vaine. Hein. Mais ça peut attirer ça. Et là, vous avez ces hommes, justement, qui ont zéro compétence, et qui ont l'air de mener une vie de rêve, d'avoir tout ce qu'ils veulent, tous les signes extérieurs de richesse, ils les ont. Donc, bien évidemment que ça va attirer. Et en plus, on a l'impression qu'ils vont, en suivant leur séminaire, qu'ils vendent bien cher, en vendant leurs livres. Ils vendent aussi des lunettes, parce que l'alpha mâle, il a des lunettes. Et puis on ne voit pas son regard à travers, hein, les lunettes de mouche. C'est quand même quelque chose. Et d'ailleurs, on le voit sur le reportage à la fin, là, quand ils sont tous en train de s'entraîner avec les lunettes de vue, là, les lunettes de soleil, c'est extraordinaire. Et donc, ils sont en train de vous vendre un programme clé en main pour réussir. Hein. Donc, on voit 4 ou 3 chiffres, alors on entoure des chiffres. Quand même, Andrew Tate, il est poursuivi pour viol, pour trafic d'êtres humains et pour constitution de gangs en vue de trafiquer des êtres humains. Et ça, on ne le remet pas en cause. C'est pas grave. Il y en a même un dans le reportage qui dit « Oui, mais enfin, on ne peut pas être parfait. » Je crois que c'est Bournival qui dit « Oui, mais enfin, ça, c'est des questions de morale. »
trafic d'êtres humains, viol, on est dans des questions... Donc, vous voyez la mauvaise foi absolue. Ouais. Et ils sont en train de vous donner un programme clé en main. Ça a l'air tellement facile. Et d'ailleurs, dans les incels, parce que c'est cette mouvance, et il en est un, Andrew Tate, dans cette mouvance masculiniste, vous avez les incels, donc les célibataires involontaires, et vous avez les pick-up artistes, hein, donc c'est les spécialistes de la drague. Et c'est aussi ce qu'il prétend être Andrew Tate, et donc il donne des techniques aux hommes pour pouvoir aborder les femmes, les draguer, et à terme pour pouvoir les mettre dans leur lit. Ouais. Et donc, il vous donne tout ça clé en main, et quand vous n'y arrivez pas, vous avez un groupe d'incels qui s'est constitué, hate pick-up artistes, parce qu'eux, ils les ont essayé, leurs techniques, là, puis ça n'a pas marché. Ouais. Et donc, tous ces rêves, c'est de l'illusion. C'est l'illusion, c'est ça. Toute cette illusion qu'ils vendent clé en main à coût de centaines de dollars, quand les jeunes ne réussissent pas, qui ils vont blâmer? Les incels, au moins, ils blâment les pick-up artistes. Mais la majorité, ils vont encore blâmer les femmes. Ils vont encore blâmer le féminisme. Donc, ça marche parce que ça a l'air tellement facile. C'est comme vous achetez une voiture, vous changez votre vie, vous achetez le programme d'Andrew Tate, vous achetez le programme de Julien Bournival, et puis soudainement, vous allez avoir l'argent qui va couler à flot. Et bien sûr, les femmes, alors Bournival, il en a qu'une, et l'autre aussi parce qu'il est très religieux, mais autrement, vous faites comme Tate, vous les multipliez. Et ce qui est en plus, quand on regarde ces vidéos, outre le propos c'est vraiment Andrew Tate, c'est appel à la haine, appel au meurtre. Je ne comprends même pas que ce gars-là soit pas... Bon, c'est vrai qu'il y a la liberté d'expression qui est hyper défendue aux États-Unis, mais là, carrément sur ces vidéos, hein, à un moment donné, il dit ta femme, elle t'obéit pas, tu lui tires une gifle, tu l'étouffes et tu la baises. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est les propos. Hein. Le propos vulgaire, c'est le sien. Il y a une autre vidéo, il a une machette à la main, il gesticule avec la machette, et puis il est là à dire, mais la femme qui t'obéit pas, tu la machettes au visage. Ça n'a aucun sens. Et que les jeunes puissent dire, je mets ça de côté, mais son discours a de l'écho en moi, et qu'il puisse mettre ça de côté. Et c'est ça qui interpelle aussi. Et ça interpelle vraiment. Et c'est un discours d'ultra-violence. C'est vraiment un discours. Donc, ça prend parce que ça valorise, ça redonne une image valorisée selon les masculinistes des hommes. Ça redonne l'impression aux hommes qui vont pouvoir reprendre en main leur vie. Et ces jeunes hommes qui sont perdus, comme sont perdus tous les adolescents. Les femmes aussi, elles sont perdues à l'adolescence. Les filles aussi. Il faut qu'elles se déterminent. Est-ce qu'elles vont faire de partie de mouvements qui disent d'aller macheter les hommes? C'est là que quand vous mettez le parallèle, on a les mêmes souffrances chez les femmes. On n'a absolument pas ça. Absolument. Donc, pour juste donner du contexte, parce qu'on a parlé du documentaire Alpha là, beaucoup, mais juste dans le fond, c'est que le 11 novembre dernier, c'est Télé-Québec qui a diffusé le documentaire appelé Alpha, qui a été réalisé par le journaliste Simon Coutu. Et la bande-annonce a fait beaucoup réagir, mais en fait, l'objectif de ce documentaire était vraiment de comprendre la montée en puissance de la mouvance masculiniste au Québec, en donnant, en quelque sorte, la parole à ces influenceurs. Et c'est ça, la diffusion a fait beaucoup de bruit, a fait susciter des réactions variées. Puis, suite à cette controverse, il y a l'émission Tout le monde en parle également qui a invité, je crois que c'était Julien Bournival, si je ne me trompe pas, à l'émission, ainsi que du journaliste et d'un sociologue là, qui était présent lors du documentaire. Donc, Léa, veux-tu poser une question par rapport à ça? Mais, est-ce que, selon vous, tout le monde mérite d'être invité à la télévision puis avoir un discours par rapport à ce qu'il prend? Alors, moi, je vais, par rapport au reportage Alpha que je suis allée justement visionner pour pouvoir vous répondre, parce que je ne voulais pas vous répondre juste par rapport au débat que j'avais entendu sur Radio-Canada et puis ce que j'avais vu un peu passer sur Google, parce que ça, c'est un élément fondamental. Hein. Avant d'aller critiquer quelque chose, encore faut-il en avoir pris conscience et pas baser ses critiques sur ce qu'en disent les autres. Donc, je l'ai regardé entièrement, j'ai pris des notes. Alors, bien sûr, c'est toujours important de préserver la liberté d'expression. C'est un droit qui est fondamental, qui est garanti par la charte. Et on voit que toutes les dictatures, c'est le premier droit auquel elles vont porter atteinte. Donc, c'est fondamental. Par rapport justement à ce discours des masculinistes, ce discours qui est inacceptable et dans les propos et dans l'idéologie qu'ils portent, je pense que c'est important de l'entendre,
Parce que si vous voulez combattre un discours, encore faut-il savoir ce qu'est ce discours. Encore faut-il savoir de quoi il parle, quels sont les arguments qu'il met en avant, en l'occurrence aussi, quelles sont les inepties, les erreurs, les faux mensonges, et les vrais mensonges et les fausses vérités. Donc, je crois que c'est important de l'entendre. Ouais. D'abord parce qu'aussi, cette crise de la masculinité, même si elle a toujours existé, il n'en demeure pas moins qu'il y a effectivement des hommes en crise. Et que lorsqu'ils ne font pas partie de cette mouvance radicale, extrémiste, haineuse, eh bien, il faut aller voir comment est-ce qu'on pourrait les aider. Et par ailleurs, ce discours extrémiste, ce discours radical, il faut être capable de l'entendre. Il n'est pas facile à entendre, mais il faut être capable de l'entendre pour pouvoir le contrer. Ouais. Parce que pourquoi les masculinistes disent n'importe quoi du féminisme? C'est parce qu'ils ne sont jamais allés l'étudier. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils n'ont même pas lu un ouvrage de féministe. Et ils parlent du féminisme par rapport à ce qu'on entend, voilà, Café du commerce, par rapport à ce qu'on entend également de la part de gens frustrés. Parce que bien évidemment, un homme qui n'a pas de problème avec le féminisme, il ne va pas aller il va pas aller le critiquer, il ne va pas aller le remettre en cause. Donc ce sont des hommes frustrés et des femmes, parce qu'il y a des femmes antiféministes aussi, frustrés par le féminisme et qui vont effectivement en parler. Mais ces hommes-là, demandez-leur de citer une grande figure féministe. Beaucoup de femmes non plus ne seraient pas capables de les citer, mais quand même. Demandez-leur de définir ce qu'est le féminisme, autrement le fait que c'est un mouvement contre les hommes, ce qu'il n'est pas. Ils ne le connaissent pas. Et c'est pour ça que quand vous entendez leur discours, vous pouvez les contrer presque systématiquement. Donc, si on veut pouvoir contrer ce discours-là, il ne faut pas justement se baser sur une rumeur et des réactions sur les réseaux sociaux ou ailleurs ou à la télévision de quelque chose. Vous l'avez vu le reportage? Non. Ben, si vous ne l'avez pas vu, s'il vous plaît, taisez-vous. Allez les écouter. Allez les écouter. Et par ailleurs, ce qui serait extrêmement grave, et qui ferait qu'une émission de télévision ou un reportage comme Alpha deviendrait la chambre de résonance de ces discours-là, c'est s'il n'y avait pas de contre-discours. C'est-à-dire si on avait donné le micro à ces hommes-là, puis s'ils avaient élaboré, développé toutes leurs théories, toutes leurs frustrations, toute leur pseudo-masculinité évaluée en termes de masse musculaire et de compte en banque, si vous n'avez pas de contre-discours, là, effectivement, vous êtes en train de donner toute la visibilité à ce discours-là. Et cette visibilité serait dangereuse parce que dans le méli-mélo d'âneries qui sont dites, il y a aussi des réflexions qui, à un moment donné, vous dites, tiens, c'est vrai qu'il peut y avoir là une souffrance féminine. Le côté qu'aujourd'hui, les femmes seraient les égales des hommes et prendraient la place des femmes et qu'on serait dans une société féminisée. Il y a aussi des hommes qui le pensent et qui ne sont pas des masculinistes enragés. De façon générale, on a cette espèce de représentation aujourd'hui qu'on a une société féminine. Alors au Québec, on parle même de matriarcat. C'est vous dire. Alors que le matriarcat, là aussi, n'est pas l'envers, l'opposé du patriarcat. Parce que dans les sociétés matriarcales qui ont existé ou qui existent encore de nos jours, ce sont souvent des sociétés matrilinéaires, c'est-à-dire que l'autorité, elle est aux mains des hommes. C'est les hommes de la famille de la femme. Et les femmes ne sont absolument pas en position d'autorité. C'est juste que les enfants appartiennent au lignage de la mère. On va parler de société matrilocalisée, c'est-à-dire que la famille vit dans le village de la femme, mais là aussi, ce sont les hommes qui sont en position d'autorité, absolument pas les femmes. Et on va donner beaucoup en exemple en Amérique du Nord et au Canada de la société iroquoise. Mais là, les femmes, elles détenaient pas toute l'autorité. Les femmes âgées participaient aux prises de décision. Ça n'était pas toutes les femmes, c'était les aînés. On n'a pas d'exemple, à part dans la mythologie grecque avec les Amazones, on n'a pas d'exemple, en tout cas, moi je ne connais pas, et j'ai quand même pas mal lu, d'exemple de matriarcat où le pouvoir serait aux mains des femmes et où les femmes auraient dominé les hommes, en fait, c'est-à-dire l'envers du patriarcat. Exact. Donc, même si aujourd'hui, dans nos sociétés, on n'est pas encore, y compris dans une égalité de droit, on ne l'est pas tout à fait, mais dans une égalité de fait non plus, mais y compris si effectivement les femmes sont de plus en plus présentes,
on n'est certainement pas dans une société matriarcale. Loin s'en faut, ni de près ni de loin. On est dans un patriarcat de basse intensité, c'est-à-dire un patriarcat où on fait la place aux femmes. Et attention, des femmes, quand elles occupent des postes d'autorité masculins, qui doivent les occuper comme le ferait un homme. Parce que le modèle, même si on essaye aujourd'hui de changer, moi je vois nous à la faculté, les réunions, on les met maintenant plus entre midi et 2 parce qu'on sait que les femmes, elles vont pouvoir rester, alors que quand on les mettait à 5 heures, il fallait qu'elles rentrent pour aller chercher les petits à l'école. On va organiser beaucoup de choses en tenant compte aujourd'hui des femmes, mais il n'en demeure pas moins que le fonctionnement des sociétés de la médecine. La médecine, c'est la même chose. Le modèle qu'on utilisait, le sujet qu'on utilisait en termes de maladies, c'était le corps masculin, c'était les maladies masculines. Donc effectivement, on n'est pas du tout dans un matriarcat, on est dans un patriarcat de basse intensité, menacé, parce que les acquis féministes ne le sont jamais complètement. On l'a vu aux États-Unis avec l'atteinte au droit à l'avortement, où quand même 5 juges de la Cour suprême, nommés par une caricature d'homme d'État, 5 juges de la Cour suprême ont décidé pour 370 millions de personnes. C'est quand... Donc vous dites qu'un droit aussi fondamental, il a été entre les mains de 5 personnes et remis en cause par 5 personnes. Rien n'est acquis. Exactement, rien n'est acquis. Certainement pas les droits des femmes, c'est les premiers qu'on va toucher, notamment en période de crise. En période de crise, qu'est-ce qu'on dit? Les femmes prennent la place des hommes sur le marché du travail, il faut qu'elles retournent à la maison. Donc on n'est absolument pas dans un matriarcat. Et là encore une fois, j'ai perdu le fil de la discussion de votre question. C'était si tout le monde méritait d'être invité alors oui, à la tout à fait. Donc je pense que c'est essentiel qu'on les entende avec un contre-discours. Parce qu'on ne fera jamais changer les masculinistes là. Parce que on a presque l'impression d'une secte. C'est quand vous pouvez dire, mais ce qu'a fait Andrew Tate, c'est rien, son message me rejoint, ça veut dire que c'est comme Trump, quoi. Il peut violer, il peut détourner des fonds, il peut fomenter un coup d'État, c'est pas grave, parce que en fait, et c'est exactement la même logique, Trump, qu'est-ce qu'il propose aux gens? De faire de l'argent facile. Exactement. Et Tate, qu'est-ce qu'il propose aux gens? De faire de l'argent facile. Mais oui. Trump, il dit, les femmes, vous les attrapez par la chatte, par leur sexe. Et Tate, il dit exactement la même chose. On est dans le même discours. Donc, c'est important de savoir ce que disent ces mouvements-là pour pouvoir justement relever les erreurs, les inepties, etc. Mais il faut à tout prix qu'il y ait un contre-discours. Et on aurait pu véritablement critiquer ce reportage s'il n'y avait pas eu le contre-discours. Or, le contre-discours, il est là avec le sociologue, spécialiste de la question, et en plus, ne vous y trompez pas, c'est important, une voix d'homme. Donc, on n'est pas en train de dire, ah ben oui, c'est encore les femmes, mine de rien, parce que nous, on parle à partir de notre sexe. Et en plus, si on est féministe, déjà, on est biaisé en tant que femme, mais alors féministe, on est doublement biaisé. Là, c'est une voix d'homme. Et spécialiste de la question qui travaille depuis 20 ans, pas comme moi qui lit ça depuis 3 semaines. On a eu un autre homme, l'anthropologue, je crois que c'est Samuel Vessière, là aussi, qui intervient. Vous avez cette enseignante Véronique Poirier-Jutras, donc des personnes vraiment qui sont là en contact direct avec ce discours, mais surtout, je crois que le contre-discours qui donne toute sa valeur aussi à ce reportage, en plus de ce qu'il révèle, c'est les dernières paroles qui sont données à ce jeune masculiniste Louis Racicot, qui était un masculiniste de la gonflette, là, prenez-vous en main, musclez-vous. Assez intense. Très intense. Et puis là, qu'il y a l'honnêteté de revenir en fin de reportage et puis de dire, mais non, effectivement, moi, j'étais complètement brigadée par Andrew Tate. Moi, effectivement, en fait, ce gars-là, il nous manipule. Il nous manipule avec son argent, il nous manipule avec ses bagnoles, il nous manipule avec sa maison, il nous manipule avec toutes ces bimbos qui tournent autour de lui. Quand même, vous avez des gars qui vous encouragent à faire du sport et qui font de la musculation en fumant un cigare. C'est quand même absolument extraordinaire. Et personne ne trouve rien à redire. Là. Non. Et puis, donc, lui qui est en train de dire, mais moi, j'étais complètement embrigadé, j'étais complètement sous emprise. On est presque dans un phénomène sectaire. Et puis, vous avez cette jeune femme, Chloé Roma,
qui a défendu longtemps les droits des hommes, vraiment, et puis là, qui voit ce discours-là comme étant une aberration absolue, et qui a un magnifique discours par rapport à ses enfants, par rapport à la diversité des modèles masculins. Absolument. Et en fait, c'est ça qu'il faut donner, c'est ça qu'il faut donner aux hommes comme aux femmes. Et c'est ça que le féminisme veut apporter. Et c'est ça qu'un masculinisme positif, donc un masculinisme au sens de mouvement pour contrer ce masculinisme toxique, ça serait de dire, mais au bout du compte, c'est de pouvoir être soi-même et pas de devoir se conformer, rentrer dans un moule. Et si on ne rentre pas dans le moule, on est en échec, on est marginalisé. Mais pensez-vous qu'il y a quand même un risque de normaliser certains discours en leur offrant une telle visibilité? Alors pour moi, c'est pas à partir du moment où il y a le contre-discours, vous le normalisez pas. Puisque justement, vous êtes en train d'apporter le contre-discours, de le critiquer, de le faire tomber. Et notamment dans le côté, bien sûr, pour ceux qui veulent le voir, les adeptes absolus de ces groupes-là, ils ne le verront pas. Mais ceux qui sont en train de s'interroger, ceux qui sont en train de se dire, bah, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose quand même de pertinent, de vrai dans ce discours-là, de l'entendre et d'entendre le contre-discours, ça leur permet véritablement de dire waouh. Et quand vous avez le Joël McGuirk là, parce que c'est une obsession des masculinistes, l'obsession sur l'orientation sexuelle. Alors bien sûr homophobes, mais alors les transgenres, les drag queens et tout ça. Et que vous voyez ce Joël McGuirk qui tout le long avait le propos qu'il avait, enfin il avait un propos qui était en maîtrise de lui-même, etc. Et qui là semble littéralement, et j'emploie volontiers l'expression familière, péter les plombs là, qui laisse même pas le journaliste parler, qui est en train de s'énerver et qui parle d'un agenda sataniste. Ça n'a aucun sens. En disant, voilà maintenant dans les écoles, on retire les crucifix et on invite les drag queens et les drag queens qui menacent les gens de venir leur enlever leurs enfants. Ça n'a aucun sens. Et là, quand on entend ça, jusque-là, il avait un discours maîtrisé. Et en plus, il s'énerve, il perd ses moyens. Oui, exact. Et là, vous vous dites, waouh. Et je crois que, encore une fois, pour les personnes qui veulent pas qui veulent rester dans cette mouvance-là, comme les Trumpistes qui veulent pas voir la réalité de ce qu'il est, vous pourrez leur mettre clé en main, leur mettre tous les chiffres. Ils vont vous dire tous les chiffres se manipulent. En fait, tout le monde est menteur sauf eux. Exactement. C'est exactement ça. Tout le monde ment sauf eux. D'ailleurs, dans ce mouvement masculiniste, vous avez cette théorie de la pilule bleue, la pilule rouge, qui est empruntée au film La Matrice, où on propose à Neo, donc le personnage principal, on lui propose 2 pilules. La pilule bleue, ça veut dire qu'il reste dans cette espèce de monde qu'on lui présente, parce que bien sûr ces mouvements masculinistes sont aussi beaucoup des mouvements anti-système. Il y a plein de liens. C'est pour ça aussi qu'ils ont de l'écho. C'est qu'ils sont pas, ils se relient à beaucoup d'autres discours et idéologies extrémistes. Et donc, à Néo, on lui dit, voilà, soit tu prends la pilule bleue, puis tu restes dans ton monde, là qu'on t'impose, et soit tu prends la pilule rouge, et là, tu vois la réalité. La réalité de ce monde manipulé, la machine, en fait, la matrice, le système, c'est vraiment ça aujourd'hui dans les mouvements extrémistes actuels, c'est, tu vas voir la matrice, tu vas voir la réalité. Et donc, pour ces masculinistes, si tu prends la pilule bleue, tu restes l'homme pro-féministe, qui va écouter sa femme, qui va prendre son opinion, qui va partager les décisions, l'autorité, la prise en charge de la famille, ou alors tu prends la pilule rouge et tu vois la réalité. Et c'est quoi la réalité que tu vois? C'est que tu vois la femme réellement ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est une bitch. Ce qu'elle est, c'est une femme qui veut profiter des hommes, c'est une femme qui n'est attirée que par l'argent, c'est une femme qui va te parler de beauté intérieure, mais qui ne veut que des tchads super musclés, qui réussissent. C'est ça la réalité. Et donc, vous avez tout ce discours-là, pilule rouge, pilule. Et alors, il y a une 3e pilule, c'est celle des incels qui arrivent à rien, et eux, ils prennent la pilule noire, parce qu'ils disent, on n'aura plus d'avenir. Et là, entre eux, ils s'encouragent à se suicider. Donc, on est dans... Donc, vous avez vraiment ce discours-là. Et donc, c'est, encore une fois, je pense que ça n'est pas le normaliser à partir du moment où vous le critiquez. Ça serait le normaliser, justement, s'il n'y avait pas ce contre-discours. Et si vous leur donnez juste la parole, sans aucune... sans mettre ce discours-là face à son absurdité, à sa radicalité, à sa dangerosité.
Bien, sur ce, je pense que ça fait vraiment le tour de ce qu'on voulait vous poser. Je veux vraiment vous remercier profondément. Est-ce que je pourrais une dernière citation? S'il vous plaît, allez-y. S'il vous plaît. Je l'emprunte à la journaliste Caroline Fourest. Oui. Le féminisme n'est pas une histoire de filles, mais l'histoire d'un humanisme révolutionnaire qui a bouleversé le monde comme peu d'idéaux peuvent se vanter de l'avoir fait. Cela mérite qu'on prenne au sérieux son histoire. Et ce que je trouve extrêmement dommageable, c'est qu'encore aujourd'hui, en 2024, cette histoire de l'obtention du droit des femmes, elle soit toujours pas enseignée. Oui, absolument. Wow. Ben, merci beaucoup, beaucoup pour vrai d'avoir pris le temps. Je pense que c'est vraiment des discussions qui sont, comme vous le dites, importantes. Et aussi, merci de vous impliquer autant dans la communauté étudiante, notamment dans votre cours, là, que Femmes et droits, c'est vraiment apprécié de tout le monde à Fauteux. Donc, pour nos auditeurs, auditrices, on espère que cette conversation, cette discussion vous a permis de mieux comprendre les enjeux et de réfléchir vraiment sur la place de ces discours dans le débat public. Je pense que, professeur Paradel, vous avez vraiment amené un bon point en disant que la liberté d'expression, elle est fondamentale et le problème n'est pas nécessairement de leur offrir la place, mais il faut être là pour rétorquer. Il faut utiliser cette opportunité-là pour remettre en cause, remettre en question les discours et les propos de ces influenceurs. Donc, sur ce, merci beaucoup les filles aussi de l'Association des femmes d'être venues. Encore une fois, merci, professeur Paradel, et on se retrouve dans un prochain épisode. Et merci à vous vraiment, parce que c'est une très belle implication et ça ne peut être possible que parce qu'il y a des étudiantes comme vous. Merci beaucoup.